Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète Ingé, la première émission qui donne enfin la parole aux ingénieurs dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité tech et ses enjeux grâce à ceux qui innovent, agissent et font bouger les lignes au cœur de notre société. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à 3 personnes de votre entourage le lien de l'émission. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton suivre de votre plateforme favorite. Je vous laisse en compagnie de l'invité. Bon épisode et bonne écoute. Bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Planète Ingé. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Adam Mercier, fondateur de LMX Bike. Bonjour Adam, comment ça va? Salut, super. Adam, est-ce que tu peux te présenter à tous nos auditeurs, s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Donc, moi, je suis ingénieur INSA Lyon, ingénieur en génie mécanique, passionné de technique, notamment d'électrification. Et, euh, et en fait, j'en ai fait mon métier directement après les études que j'ai fait en alternance. Donc, un IUT génie méca en alternance et à l'INSA en alternance. J'ai directement embrayé en fait avec la création de ma boîte, de ma structure, pour avancer sur ma passion de véhicules électriques. Et voilà, petit budget, ingénieur, jeune, sur quel objet de mobilité et quel objet électrique je me suis lancé, c'était le vélo. Voilà. Donc, le vélo électrique, avec cette passion en fait de la performance, de la puissance, j'avais envie de créer des objets haute performance, des objets de plaisir, qui moi me faisaient kiffer personnellement. À la base, ça a commencé comme ça. Et, euh, et donc, en partant sur des vélos, des motos, bon bah ça réduisait un petit peu le budget par rapport à faire, je sais pas, des voitures par exemple, quoi. Donc on a on a monté cette structure à deux jeunes ingés passionnés de véhicules électriques, de motos, de tout terrain. Euh, et on a commencé dès 2000, 2014, les premiers prototypes. Donc 2014, c'est le tout début du vélo électrique, hein. Bosch a commencé à sortir des vélos électriques en 2010, à peu près. On est vraiment au début du vélo électrique et on a un espace de liberté. Parce que c'est pas un marché qui est mature, c'est un marché sur lequel on peut tester des choses, on peut développer des choses. Ok. Et du coup, le tout début de l'aventure, ça se passe comment? Tu nous disais que vous aviez d'abord attaqué sur l'angle de la moto, l'électrification de la moto. Tu peux nous en toucher quelques mots brièvement? Ouais, en fait, bah, l'idée de LMX, c'est d'imaginer qu'est-ce qui existe entre un vélo et une moto. Donc un vélo électrique, Ok. c'est 20-25 kilos en termes de masse. Une moto électrique ou une moto thermique, bah, ça démarre à 80-90 kilos, quoi. Voilà. Donc entre les deux, il y a un espace sur lequel on a commencé à la base avec des vélos électriques de plus en plus puissants. Voilà, partant d'un vélo électrique un peu normal, avec un kit, avec des moteurs, voilà, augmenter la puissance petit à petit. En fait, on s'est heurté assez vite à des problèmes de fiabilité sur ces vélos. À l'époque, on n'avait pas les technologies, on n'avait pas les techniques, on n'avait pas les choses qu'on a mis en place derrière pour en faire des trucs qui soient puissants et fiables. Donc en fait, on a enlevé les pédales. On est passé du côté moto. C'est la première grosse étape. Donc on a fait ce qu'on appelle la LMX 161, qui est une petite moto ultra légère, 45 kilos, qu'on a homologuée. Donc on a passé une homologation européenne, gros step. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Et, euh, et on a fait cette moto. Voilà. Et en fait, cette moto, elle est arrivée à un moment dans le marché où on a des Chinois qui sont arrivés sur un peu les mêmes segments, beaucoup moins cher forcément. On avait un niveau d'indus sur cette moto qui était un petit peu compliqué par rapport à la taille de notre structure. Et on s'est un peu heurté à un mur sur ce projet-là. Et, euh, du coup, en parallèle de ça, on a quand même continué à réfléchir. On se dit, en fait, c'est sympa une petite moto ultra légère, mais en fait, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est des vélos plus puissants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que cette moto qu'on avait conçue, en fait, ça allait toujours être moins qu'une moto thermique. Parce que c'était une petite moto, pas très puissante, avec une suspension qui est plus limitée qu'une motocross. Donc ça allait toujours être moins qu'une moto. Donc c'est compliqué à vendre, c'est compliqué à expliquer, euh, c'est super à utiliser, mais c'est voilà, un petit peu plus compliqué à vendre ce concept-là. Donc en parallèle de cette moins qu'une moto qu'on a conçue à l'époque,
on a continué à se dire, bon, bah, comment on fait pour faire un vélo électrique? Parce qu'on ce qu'on voulait, c'est ça, c'est un vélo électrique qui aurait la puissance et les capacités d'une moto. Bon, il se trouve que en termes Hmm. de transmission mécanique de la puissance, en termes de montage des différents éléments dans le châssis, c'est extrêmement compliqué. Donc on a continué à développer là-dessus, et on est tombé à une solution. Bon, il y en a d'autres qui existent, hein, mais on est tombé à une solution en se disant, en fait, nous notre problème c'est que un moteur dans la roue arrière, on n'y croit pas, parce que pour un usage tout-terrain, c'est quelque chose d'assez classique, hein, un moteur dans la roue arrière, il y a pas mal de marques qui utilisent ce genre de truc, sauf que dès que tu es en tout-terrain, tu te retrouves avec cette grosse masse, qui est une masse non suspendue dans la roue arrière, donc là, ta performance de suspension, elle en pâtit forcément, la durabilité de la roue, elle en pâtit aussi, et le rendement de ce type de moteur, dès lors qu'on est dans une plage qui est pas idéale, et ben, le rendement s'écroule. Donc un moteur dans la roue arrière, c'est pas possible. Un moteur pédalier qui utilise la chaîne de transmission type Bosch et des choses comme ça qui existent, bah, c'est pas mal, c'est un bon rendement, mais dès lors qu'on augmente la puissance, la chaîne de transmission, qui est la chaîne normale d'un vélo, elle devient totalement sous-dimensionnée, quoi. Et donc on a des boîtes et des boîtes à l'époque de dérailleurs, de chaînes qu'on a explosé parce qu'on avait mis des moteurs trop puissants qui utilisaient la chaîne et le dérailleur. Et au fur et à mesure de travailler ces différentes idées, on s'est dit, bon, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est quand même d'avoir un moteur monté de manière centrale dans le cadre, mais on veut avoir de la fiabilité pour la transmission. Et pour autant, on veut quand même garder nos vitesses d'un vélo normal parce que ça marche quand même super bien et que quand tu fais du VTT, d'avoir des vitesses, c'est absolument indispensable. Voilà, c'est partant de ce constat-là, moi, j'étais en déplacement pour mon stage de fin d'études et à côté du stage de fin d'études, je continuais à réfléchir à des idées, à des choses comme ça. J'étais à l'étranger et et là, j'ai cette idée, je me dis, bah, en fait, pourquoi on met pas la transmission de l'autre côté? C'est-à-dire qu'on garde notre côté de transmission classique, la transmission d'un vélo, avec les cassettes, le dérailleur, les trucs qui marchent super bien, qui sont légers, qui marchent super bien. En fait, de l'autre côté, on se fait une transmission qui est là que pour le moteur, qui est renforcée, et il faut réussir à packager tout ça, histoire qu'on arrive à faire un truc qui ressemble à peu près à un vélo à la fin. Donc, voilà, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à avancer sur ce concept. On a posé un brevet là-dessus, donc en 2017, 2016, 2017, je sais plus exactement. Et on a conçu les premiers prototypes. Tout ça en parallèle du développement de la moto. Et, et en fait, c'est un peu ça qui nous a sorti de l'impasse avec la moto. Bon, la moto, elle a beaucoup de qualités, elle était plutôt bien menée, elle marchait bien. Mais bon, avec cette concurrence asiatique sur des produits moins chers, on avait quand même du mal à développer, à faire du chiffre, à payer l'ingénierie qu'on avait fait dessus, en fait. Et donc, on a réussi à lancer en parallèle de ça, avec très peu de frais, notre système de double transmission avec un châssis qu'on a vendu d'abord en kit. Voilà, ça nous a donné une vraie lancée, une vraie dynamique qui nous porte encore aujourd'hui. Donc là, on est à l'époque, on avait lancé le MX-80, qui était le premier système avec cette double transmission. Ensuite, on a fait le LX-64, sur lequel on a fabriqué plus de 500 de ce modèle-là. Donc c'est un peu le modèle qui nous a augmenté en termes de volume. C'est un modèle qu'on avait conçu pour, à la base, en fabriquer 100, quoi. C'était un modèle qui servait à nous faire passer le gap à moindre frais d'ingénierie et de développement pour passer un gap en termes d'indus. Mais en fait, on l'a poussé beaucoup plus loin à ce modèle-là que ce pourquoi il avait été prévu. Et donc là, à la dernière Evo, on a reconçu tout ce système-là à partir de zéro, en disant, bon, voilà, le système, il fonctionne, il a prouvé qu'il fonctionnait, mais voilà, pour passer une étape industrielle, il faut qu'on revoie tel élément. Bon, par exemple, l'anthrax de la roue arrière n'était pas standard. Bon, on a standardisé, on a simplifié, on a compacifié ces éléments pour vraiment passer une nouvelle étape. Ok, ok. C'est génial de voir qu'on peut tout réinventer encore dans l'univers de la motorisation du vélo. Ton point de vue là-dessus, d'ailleurs, c'est quelles sont les perspectives d'évolution qu'on peut envisager encore pour ces mobilités, on peut dire douces mais intenses? Ouais, tu vois, moi j'ai toujours défendu une vision de se dire, bon bah, le vélo 25 km/h aujourd'hui, au niveau européen, un cycle assisté, c'est-à-dire
un vélo électrique 25 km/h, c'est considéré comme un vélo. Je pense que ça va le rester. C'est quelque chose de très très bien, parce qu'en termes d'assurance, en termes de normes, en termes d'utilisation des voies cyclables, un vélo électrique égale un vélo. Top, très bien. Mais il n'empêche que du coup, ce marché-là du 25 km/h, il est complètement saturé. Aujourd'hui, tout le monde, tous les Bien sûr. équipementiers automobiles ont leur moteur 25 km/h. Tu prends des Allemands comme Mahle, tu prends Bose, tu prends Bosch forcément, tu prends Panasonic, tu prends des Italiens chez Polini, tout le monde a son moteur 25 km/h. Moi, je me suis toujours dit, bah, 25 km/h, ça sert à rien d'y aller. Puis en plus, moi, ça m'intéresse pas trop. Personnellement, tu vois, rouler avec un vélo électrique 25 km/h, c'est pas ce qui me fait rêver. Ce qui me fait rêver, c'est de rouler avec ce fameux Mhm. concept de more than a bike. C'est ce qu'on essaie de pousser un peu maintenant. Et c'est un peu ah, le- la réécriture de LMX. Qu'est-ce que LMX? LMX, c'est lightweight motocross, mais c'est aussi plus qu'un vélo, tu vois. En fait, on a pris le problème à la base par moins qu'une moto, donc moins de poids, avec le lightweight. Et en fait, on est en train de reprendre le sujet de l'autre côté, avec le more than a bike. Et donc, le marché sur les moteurs 25 km/h, il y a énormément de moteurs top qui existent sur le marché. Des moteurs avec différentes puissances, qui sont plutôt adaptés pour les cargos, d'autres qui sont adaptés pour les vélos ultra légers. Donc il y a tout un écosystème de moteurs qui existent, qui sont compétitifs en termes de tarifs, qui sont performants, qui sont fiables, qui sont industriels. Donc, moi, j'ai aucun envie d'aller me frotter à ces moteurs-là. Par contre, côté Ouais, LMX, carrément. on développe un vrai savoir-faire sur le 45 km/h. On se dit, bah, voilà, le 45 km/h, on a commencé il y a maintenant 6 ans avec une moto qu'on a homologuée dans cette catégorie-là, 45 km/h. Et aujourd'hui, on continue avec des vélos électriques qui sont homologués comme des cyclomoteurs. Et donc, qui ont un accélérateur, qui ont un moteur avec de la puissance, qui ont la possibilité de rouler sans pédaler. Et en fait, on fait en quelque sorte une mobilette un peu moderne, quoi, hein, avec ce qu'on fabrique. Ah, le retour de la mobilette, c'est super. Tu me disais, on va parler un petit peu des challenges autour de la fabrication. C'est toujours un petit peu la même chose. Faire du local avant tout, mais c'est pas super facile dans le contexte actuel. Et d'ailleurs, avant d'enregistrer, tu me disais que tu revenais d'un déplacement express en Chine. Explique-nous rapidement comment tu répartis encore ta fabrication entre des fournisseurs, j'imagine, hyper compétitifs et Ouais. puis ce que tu essayes de rapatrier chez nous. En fait, moi, ce que j'ai un peu compris, ou ce que j'ai eu l'impression de comprendre avec les différents déplacements que j'ai fait en Chine au fur et à mesure des années, le premier gros déplacement et invest qu'on a fait en Chine, c'est quand on a industrialisé le cadre de notre moto. Je t'ai parlé de la moto, la Lynx Mhm. 161. En fait, celle-là, on a fait des protos, on a dû faire une quinzaine peut-être. On a fabriqué les cadres pour à peu près 15 motos et dans notre atelier, et ensuite on a fait sous-traiter ça en Chine. Et donc la phase de sous-traitance euh, était, c'était vraiment, on a sorti les rames, quoi. Clairement, on a sorti les rames. Il fallait cravacher pour réussir à expliquer à notre fournisseur qu'est-ce qu'on voulait, qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui était pas important. On a payé, je crois, 50 000 balles d'outillage sur un cadre qu'on a fait fabriquer là-bas. Donc en fait, on s'est rendu compte que sur certains sujets, euh, on ne pouvait pas demander à nos fournisseurs asiatiques de réfléchir pour nous. Voilà. Donc, et c'est là qu'en fait on est reparti de l'inverse un peu pour le vélo. On a acheté ce qu'ils savaient faire, et on s'est rendu compte qu'il y a des choses qu'ils savaient faire très très bien, extrêmement efficaces, très peu de coûts d'investissement pour nous. Ce qu'ils savaient très bien faire, c'est par exemple des pièces usinées. On leur demande de tailler masse dans de l'aluminium, ça ils savent faire, ils se posent pas la question. J'aurai une petite anecdote à t'expliquer là-dessus, ce sera assez rigolo. Euh, Faire des extrusions de tubes, voilà, ça y a aucun problème, ça ils savent le faire super bien. Dès lors que tu leur demandes de sourcer un truc simple, et de le faire sur mesure, ça y a pas de problème, euh, on sait que ça marche, et on sait qu'ils sont imbattables. Tu vois, je prends l'exemple d'un tube extrudé,
ben, tu as un facteur 10 sur le coût de la matrice, entre l'Europe et la Chine, et tu as un facteur 10 ou plus sur la quantité de matières qui sont capables de te pousser. Tu sais, quand tu fais une extrusion, t'as une filière et tu pousses de la matière. Quand tu fais des vélos Mhm. et que tu vas avoir une usine en Europe, ils te disent bah, minimum matière, 3 tonnes. Ok. 3 tonnes, ça fait un paquet de vélos, quoi. Quand t'as 3 ou 4 profilés différents sur un vélo qui te disent bah, pour chaque profilé, il va falloir que tu extrudes 3 tonnes de matière, euh, je sais pas où je vais les stocker, les 3 tonnes de matière, clairement. Donc, ah, t'as tout Ça va être ce compliqué, ouais. parallèle-là, ouais, t'as ce parallèle-là entre des fournisseurs asiatiques qui savent te fournir des trucs, ils me disent, bah, 50 kilos de matière, bah, pas de souci, je te les pousse, 50 kilos de matière. Voilà. Et à côté de ça, t'as les autres qui te disent, bah, c'est 1 tonne si on arrive à négocier. Le sourcing Chine, sur pas mal de sujets, on peut pas complètement se l'éviter dès lors qu'on veut être compétitif et dès lors qu'on produit en petit volume. Voilà. Quand tu commences à avoir des volumes un peu plus conséquents, en fait, plus tu augmentes ton volume, plus tu peux te poser la question de faire certaines choses en Europe. Mais, euh, mais quand tu veux démarrer une structure et démarrer des produits comme les autres, bah, faut trouver le juste milieu, quoi. Faut trouver le juste milieu entre du sourcing européen, de la fabrication européenne. Nous, on est plutôt sur un modèle où on va fabriquer en France ou en Europe et on va sourcer des composants ou de la matière première en Chine. Et tu nous parlais d'une anecdote. Attention Ouais, parce que tu as promis de nous faire marrer, donc ouais, non, un peu, c'était incroyable. tu la pression. Avec les photos, c'est plus parlant, mais en fait, quand on a fait faire cette première moto là, on leur a envoyé la CAO complète de notre moto, des pièces qu'ils devaient fabriquer. Donc voilà, on leur a envoyé des plans, on leur a envoyé la CAO. Et donc Mhm. ils fabriquent la moto, ils nous fabriquent les prototypes, on paye les outillages, on paye une blinde. Et je me pointe en Chine pour aller vérifier où est-ce qu'on en est sur le projet. Je me balade dans l'usine, je vois les différentes pièces qu'ils sont en train de fabriquer. Alors moi, par terre, t'as une caisse. Dans cette caisse, t'as des pièces. Et en fait, cette pièce, c'est le contacteur de béquille qu'on avait oublié de virer de la CAO. Donc, un contacteur de béquille, c'est une pièce que tu achètes sur étagère, qui est une pièce électronique avec un contacteur électronique à l'intérieur. En fait, ils nous l'avaient taillé Mhm. masse dans de l'aluminium. Ils s'étaient pas posé la question. Tu vois. Il y avait 200 contacteurs de béquille qui du coup ne marchaient pas parce que c'était des pièces, c'était juste une modélisation pour le volume sur la CAO. Ils nous avaient taillé ça masse sans se poser la moindre question, sans même nous demander bah cette pièce là elle sert à quoi. Non, non, ils l'avaient taillé masse avant de nous poser la question. Ah, c'est ce genre de truc, tu vois, où tu te dis, Oui, oui, ils exécutent ça, hein. ah, voilà, tu te dis bon bah il y a des choses sur lesquelles y a aucun souci, ça va bien se passer, et d'autres trucs sur lesquels faut même pas essayer quoi. Et ça c'est quelque chose qui s'est construit, ça fait 10 ans que je fais ça. Voilà. Et là, quand je vais faire mon trip en Chine, il y a encore des choses où je me dis, bah, ce fournisseur-là, il me dit qu'il peut faire ça, mais en fait, je sais très bien qu'il peut pas le faire. Et j'irai voir quelqu'un d'autre. Mais par contre, pour faire tel ou tel autre process, c'est le meilleur fournisseur, et en termes de coût, ça va être le top. Ça, c'est toujours assez important pour moi, c'est de se dire, bah ouais, on veut faire des produits qualitatifs, mais on veut aussi pouvoir les vendre. Tu vois, aujourd'hui, on est sur les produits qu'on fabrique chez LMX, on continue à avoir un placement prix, on essaie de le tirer au maximum pour faire un produit qui soit. On fait pas des produits qui sont peu chers, hein, on fait des produits qui sont assez haut de gamme, mais on n'est pas à 2 fois le prix du marché. Et donc, du coup, tu nous parlais de concurrence intense. Alors, même si tu nous as parlé d'un petit facteur différenciant, quels sont les autres facteurs différenciants que toi, tu comptes mettre en avant? Et est-ce que tu y arrives, justement? Ouais, moi je te parlais du 45 km/h, qui est quand même assez différenciant pour le coup. Déjà, C'est-à-dire ouais. qu'on ne parle pas du même produit. On parle pas du même produit, on n'a pas exactement les mêmes clients aujourd'hui. Euh, Les autres facteurs différenciants, c'est notre vitesse de développement. On va assez vite dans les développements, dans les updates, euh, dans l'évolution. On essaie de toujours, tu vois, garder une marge d'avance par rapport au marché, d'anticiper. Euh, et ça, c'est possible uniquement parce qu'on a rapatrié la fabrication des cadres. Je parlais de notre outillage en Chine sur les cadres de moto. Euh, Si on a des évos à faire sur ce type d'outillage, bah, faut aller là-bas, faut aller dans l'usine, faut faire des samples,
pour faire des samples, il faut qu'ils approvisionnent toutes les différentes pièces qui vont faire la modification. Ensuite, il faut récupérer la pièce. Enfin, c'est hyper long par rapport à ce qu'on est capable de faire avec notre petite usine de la région lyonnaise, dans lequel on a tout ce qu'il faut en fait pour fabriquer des cadres en aluminium. Et tu me parlais de. D'ailleurs, tes clients, c'est qui alors principalement? Alors aujourd'hui sur LMX, nos clients, t'as deux grands groupes de clients en fait. Je vais commencer par nos clients un peu historiques, donc c'est des gens qui viennent beaucoup du monde du trial et de l'enduro, donc de la moto tout-terrain thermique, et en fait qui ne peuvent plus pratiquer parce qu'aujourd'hui tu roules avec une moto thermique, tu te fais balancer des cailloux dans n'importe quel chemin, sans parler des amendes et des retraits de l'immobilisation de véhicules que tu peux avoir, etc. C'est interdit dans la plupart des chemins d'aller rouler avec des motos thermiques. Euh, Ok. donc nous, on apporte un produit qu'on a développé parce que nous-mêmes on pilote, on roule, et ce produit-là, il t'apporte un espace de liberté que tu as perdu en fait. Donc tu retrouves un espace de liberté. Donc nos clients, ils viennent sont de là, moto, thermique, enduro, trial. Ils ont l'habitude de rouler partout autour de chez eux et ils pouvaient plus le faire. Ils avaient l'habitude de faire des grandes randos avec leurs potes, ils pouvaient plus le faire en thermique. Et grâce à ce qu'on leur apporte, ils peuvent le faire à nouveau, ils peuvent le faire plus, ils peuvent le faire avec moins de contraintes. Aujourd'hui, nos modèles, quand t'allais rouler avec une moto thermique d'enduro, bah, il te fallait un camion, il te fallait une remorque, il te faut te mettre en tenue avec un pare-pierre, avec un gros casque, avec un neck brace, avec des genouillères, etc. Donc c'est assez lourd, hein, c'est quelque chose, il y a de la logistique autour. Il faut faire ton entretien de ta bécane, voilà, c'est assez lourd, c'est assez chiant. Et nous, on arrive avec un modèle, bon, ça s'approche de l'entretien d'un vélo. Quand tu vas rouler, tu mets un casque, tu mets des gants, c'est bon, tu vas rouler. C'est beaucoup plus light, beaucoup plus fun en fait. Et le rapport entre le temps que tu passes à te préparer et le temps que tu passes à faire l'activité et à te faire plaisir, il est carrément favorable quoi, par rapport à une thermique. Ah, donc ça c'est notre premier groupe de Ok. clients. Ouais. Et notre deuxième groupe de clients, ça c'est un petit peu plus récent, mais c'est quelque chose qu'on développe qui est super intéressant, c'est que euh, nos véhicules, vu qu'ils sont nés dans le tout-terrain, et avec tout ce retour d'expérience d'un usage sportif tout-terrain, bah, on apporte des performances et une fiabilité qui est intéressante. Et l'histoire de la vitesse et du rayon d'action, bah en fait c'est intéressant pour les pouvoirs publics. Donc je pense à l'armée, pour qui on a livré différentes machines, soit en test, soit sur des usages un peu particuliers. Mais aussi la direction des forêts, par exemple dans le département 13, on livrait des bécanes, des motos pour le coup, et ils utilisent ces véhicules-là pour aller faire de la patrouille en milieu naturel, donc aller surveiller un espace naturel, protéger un espace naturel. Et pourquoi ils ont pris des véhicules comme les nôtres plutôt qu'un vélo électrique? Donc là, on revient sur un peu les facteurs de succès. Pourquoi LMX et pourquoi pas Moustache, par exemple, avec un moteur Bosch? Bah, c'est que nos véhicules, avec la vitesse supplémentaire, avec l'ADN tout-terrain assez forte, bah, c'est entre guillemets des vecteurs qui permettent d'emporter plus de charge, d'aller plus vite, d'aller plus loin, de faire vraiment de l'intervention très efficace, quoi. Ok, et du coup, on revient un petit peu sur, tu disais, pour faire quand même du Made in France, il faut un certain volume pour que ce soit intéressant. Et tu penses aujourd'hui pouvoir assurer ce volume? Quelles sont tes perspectives commerciales sur la durée? Est-ce que tu vois les choses d'un bon œil ou tu Ouais, crains carrément. une montée en puissance d'une concurrence comme... Non, je pense pas. En fait, le plus important pour nous, c'est toujours de garder déjà cette ADN assez forte, tu vois, qui nous place sur un secteur qui est pas un secteur qui va intéresser n'importe qui, tu vois. C'est assez spécifique, c'est assez niche. On restera un petit constructeur, mais avec un savoir-faire qu'on essaie de développer et qu'on essaie de faire évoluer assez vite pour se prémunir des grosses Mm. évolutions du marché, quoi. Des gros changements du marché. Et sur l'aspect vraiment du Made in France, avec les invests qu'on a fait dans notre usine, bah, on gagne de la vitesse, en fait. Et le facteur de succès, quand tu fais du terrain, quand tu fais de la compétition, quand tu fais de l'entrepreneuriat, c'est la vitesse. Faut aller vite, faut être capable d'évoluer vite, faut être capable de remettre en question ce que tu as fait, et, euh, et toujours préparer en fait l'étape d'après, quoi.
Ok. Et du coup, ta vision du futur, un petit peu de cette partie de la mobilité par rapport à ton créneau qui est particulier. Ouais, en Sans fait, forcément parler d'LMX, mais ta vision du ouais, futur un petit peu sur ces choses-là. en fait, t'as des choses super intéressantes qui sont en train de se mettre en place, là, avec l'ADEME qui finance des choses au niveau de un truc qui s'appelle l'extrême défi. Super intéressant, en fait. C'est tout, ils essaient d'imaginer quels sont les véhicules qui existent, qui vont exister, qui sont entre la voiture, entre le vélo et la voiture. Moi, je te parlais tout à l'heure de LMX, on a Mhm, imaginé qu'est-ce qui était entre le vélo et la moto, plutôt dans une approche tout-terrain, mhm. sportive, etc. Là, avec cette histoire d'extrême défi, ils sont en train d'essayer de regarder, de financer, pour voir qu'est-ce qui existe entre le vélo et la voiture pour la mobilité. Donc il y a plein de choses qui peuvent exister, hein. Tu vois, une Citroën Ami, c'est quelque chose qui rentre là-dedans, par exemple. C'est un objet qui rentre entre un vélo et une vraie entre guillemets voiture. Donc là, il y a plein de projets qui existent avec des trucs qui sont soit à pédale, soit sans pédale, qui sont soit avec des carénages, soit sans carénage, qui sont avec 3, 4 roues ou plus. Et nous, en fait, avec LMX, on a ce savoir-faire sur la motorisation, sur des moteurs qui sont puissants et qui sont surtout optimisés pour avoir du couple continu, parce que quand tu fais du tout-terrain, il te faut du couple, il faut que ça grimpe. Et donc, on se place en fait en tant que fournisseur de solutions par rapport à tout cet écosystème euh, de véhicules. Du coup, on va arriver avec des solutions de motorisation, des solutions de batterie qui sont issues de ce qu'on a fait sur notre moto, sur nos vélos, sur nos différents systèmes. Donc, on propose des moteurs, des packages moteurs batterie, de l'ingénierie sur ces sujets-là. Et c'est super intéressant parce qu'en fait, voilà, on a ce savoir-faire sur la puissance, sur le couple continu, sur l'homologation. On a homologué aujourd'hui 3 différents véhicules dans la même catégorie que ces futurs véhicules, ce qu'on appelle les véhicules intermédiaires. Donc on a un savoir-faire et on le met au service de quelque chose qui est un peu plus large que juste le sport, que juste le LMX lightweight motocross avec le tout-terrain, avec le sport, avec tous ces aspects-là. Parlons un petit peu de toi. Du coup, qu'est-ce qui te rend le plus fier par rapport à l'aventure LMX jusqu'à présent? Tu vois, moi je me dis, ça fait quasiment 10 ans que j'ai commencé à faire ça, premier proto 2012, 2013, 2014. Donc voilà, après la société date de 2016, mais il y avait déjà un historique, il y avait déjà une Mm. évolution. 10 ans, c'est pas mal en termes de longévité pour une entreprise industrielle et, euh, qui fait vraiment du hardware. Parce que c'est ça, voilà, c'est de se dire aujourd'hui, bon, on est une entreprise qui fait du hardware et qui a un savoir-faire qui est reconnu par pas mal d'acteurs. Ça, ouais, ça, j'en suis assez fier, hein, d'avoir su rester sur le hardware. Ouais, carrément. Et Mm. qu'est-ce que tu trouves encore le plus difficile aujourd'hui dans ton aventure? C'est le hardware. Le hardware, c'est dur. Non, c'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais c'est super Ouais, intéressant, c'est extrêmement ok. Si tu pouvais changer quelque chose dans tout ce que tu as fait jusqu'à présent, vraiment le faire différemment, tu vois, remonter 10 ans en arrière et dire au Adam il y a 10 ans de pas faire ça. Mais vraiment, ne fais pas ça. Et ne réponds pas le hardware. ouais, non, je pense que je me dirais rien, parce que sinon je n'en serais pas là aujourd'hui. Et Mhm. que si j'essayais de me donner des conseils, ce serait plus destructeur qu'autre chose. Enfin, c'est compliqué de donner des conseils à soi-même d'il y a 10 ans, entre guillemets. Je pense que je le ferai pas. Ok. Eh ben écoute, Je me donnerai pas de conseils parce que sinon, je pense que je le ferai pas. Ça me ferait peur à moi-même, tu vois. Donc là, j'y suis allé, je l'ai fait, j'avance, et voilà, on continue comme ça. c'est peut-être ça le conseil d'ailleurs, Ouais, c'est ça. finalement. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que tu vas trouver face à toi. Euh, Est-ce que ça veut dire que quand on est plus âgé, plus expérimenté, on n'est peut-être pas capable de faire ce genre de projet? Parce que finalement, Ouais, on est plus enclin à mesurer les risques et à voir les peurs associées. ouais, je pense qu'il y a une part de folie pour y aller, surtout pour y aller comme on y allait. Ouais, c'est-à-dire deux gars, zéro capitaux au départ, et on a fait 6 ans sans zéro capital extérieur. Bon, après, des trucs de la BPI, des prêts d'honneur, des choses comme ça, mais zéro capitaux extérieurs. Pour faire une entreprise qui fait du hard, c'est juste, en fait, c'est pas vraiment possible. Voilà. Donc, on a
passer un certain nombre de steps, mais c'est compliqué. Donc après, il y a des gens Ok. qui se lancent, des gens que je connais qui se lancent et qui sont plus âgés et qui ont retour d'expérience et qui se lancent aussi avec assez peu de moyens et je respecte ça à fond. Voilà, donc mais oui, il faut une petite part de folie quoi pour y aller. Il faut une grande part de folie. Et d'ailleurs, c'est un peu contradictoire. J'imagine que tu as dû passer des heures phénoménales, cubiques, pour bosser sur ce projet, alors que tu nous as dit que tu étais un pratiquant passionné de sport extérieur. Et du coup, comment tu concilies les besoins du business et ta passion? Comment tu te gardes ces Après, petits temps ou ces grands temps là, de j'ai eu pratique? l'énorme avantage de lancer une structure qui était complètement alignée avec mes passions. Parce qu'en fait, pourquoi j'ai fait des LMX et des vélos et des motos ultra légères, c'est parce que j'adore ça et j'adore rouler avec. J'avais envie de me faire moi-même un véhicule, un truc, un deux roues, une moto, un vélo, qui envoie la sauce et dont je sois fier, tu vois. Donc, pendant Mm. un paquet d'années, j'ai drivé à fond par ça. Depuis, j'ai ouvert un petit peu, je me suis remis à d'autres sports, d'autres trucs pour changer un peu plus les idées, parce que quand tu roules avec tes propres modèles, bon, c'est pas toujours extrêmement fun ou extrêmement de nature à te changer les idées. Parce que quand tu roules avec ton propre produit, bah tu dis putain, mais là il y a tel réglage, ça va pas, et là il y a ce truc-là. En fait, tu roules pour toi, mais tu roules aussi pour le dev, et en fait tu ne détends pas vraiment, donc t'es en train de bosser. Donc, je roule encore pour moi avec les vélos D'accord, et je vois. j'y prends beaucoup de plaisir. Mais j'ai réouvert sur d'autres sports, donc je me suis remis à fond parapente. Là, ce matin, j'étais en train de poncer ma planche de foil. Je suis en train de faire une planche de foil, de poncer ma planche de foil et de faire la résine. Donc, voilà, d'autres choses qui permettent de complètement déconnecter, mais qui font avancer la technique. Ça, c'est le genre de trucs qui me font complètement rêver, quoi. Je pense qu'on coupera ce passage pour tes assureurs. Je suis pas sûr qu'ils soient très heureux d'entendre ce genre de passion. Ouais, Est-ce que tu te sens concerné par la transition écologique et est-ce que tu penses que LMX participe dans le bon sens des choses ou est-ce qu'on est sur une transformation des loisirs, mais finalement de la consommation ou tu vois, enfin, est-ce que finalement ça participe aux objectifs de sobriété vers ce qu'on devrait tendre? bah, Quel est ton point de vue global un petit peu sur ce ouais, sujet? c'est une bonne question. Après, dès lors que tu parles d'un truc et un loisir, bon, c'est un petit peu compliqué de se justifier de quoi que ce soit. Mais plus on avance avec LMX, euh, plus ce qu'on a fait, ce que j'ai fait jusqu'ici, peut être mis au service d'une transition, parce que ce qu'on développe chez LMX, c'est de la tech, c'est du savoir-faire, c'est de la tech sur les moteurs, sur les batteries, sur les contrôleurs, sur les algos. Et en fait, toute cette tech-là qui a été validée, testée, éprouvée en tout terrain, bah, tu peux l'utiliser dans des véhicules un peu plus civils. Le dernier bike qu'on a sorti, bah, il existe avec une version avec un porte-bagages, avec des garde-boue, et tu peux l'utiliser pour venir bosser, tu vois, à 45 km/h. Donc ça t'ouvre un champ des possibles de se dire, bah, je vais vélo taffer à 20 bornes de chez moi, ce que je peux pas vraiment faire avec un vélo électrique ou un vélo classique, parce que c'est un peu trop loin. Voilà, avec un LMX, je peux le faire. Euh, Tout ce qu'on est en train de faire avec les pouvoirs publics, bah, c'est de remplacer potentiellement un 4x4 par un LMX. Ça, c'est pareil, hein, tu réduis les émissions. Et tout ce qu'on est en train de faire avec l'ADEME et l'extrême défi, c'est pareil, c'est de se dire, bon bah, il y a des gens qui ont des idées incroyables de nouveaux véhicules, mais ils n'ont pas le niveau d'ingénierie, ils n'ont pas le retour d'expérience, ils n'ont pas la supply chain pour faire les moteurs et les batteries dont ils ont besoin pour répondre aux usages incroyables qu'ils ont imaginés. Donc là, LMX et mon équipe, on peut se proposer des choses qui permettent d'aller plus vite, en fait, qui permettent à ces équipes d'aller plus vite. En fait, l'histoire de la transition écologique, c'est quand même quelque chose d'assez important. Pour moi, c'est pas tant une question de transition écologique, ce que je mettrais le plus en avant. Moi, ce qui me drive, c'est l'efficacité énergétique.
Tu vois. C'est de se dire, bon, bah, tu peux utiliser un moteur thermique, mais s'il est bien foutu et qu'il est efficace, pourquoi pas, quoi. Tu peux utiliser un moteur électrique, mais si tu mets ça dans un SUV qui fait 3 tonnes, c'est pas terrible, quoi, non plus, quoi. Donc, voilà, c'est l'histoire de l'efficacité qui me paraît. On pourrait faire un bon épisode sur cet extrême défi. Donc, si tu connais un ingé de l'ADEME qui est éventuellement responsable de ce projet, bah, Ouais, ouais, écoute, carrément, on veut bien une mise en relation. je te filerai les Euh, contacts avec plaisir. Ce serait une super idée. Emmanuel Macron nous écoute. Si tu pouvais lui demander un vœu, ce serait quoi? Non, ce serait de continuer avec ce projet de l'ADEME, de continuer à financer ça. Parce que si on veut en France construire une filière, on veut construire quelque chose de fort et de différenciant, bah et c'est pas mal. Je veux dire, c'est pas mal, donc continuons comme ça. Continuons à en financer pour de Ok, on en nombreuses fait années. assez. On en fait assez, on peut en faire plus encore. On en fait assez, je pense aujourd'hui. Il faut pas en mettre trop parce que sinon ça deviendra complètement n'importe quoi. Mais il faut Ok. continuer à le faire dans la durée. En fait. T'as un besoin de construire une filière et construire une filière, ça se fait pas en mettant un coup 50 millions sur la table un an et l'année d'après zéro, quoi. Ça se construit sur plusieurs années. Donc continuons. Bon, bah écoute, tu rejoins l'appel de Yannick Veschetti sur la filière photovoltaïque française. On arrive à la fin de cette émission. Le challenge, le petit challenge de fin d'épisode. Tu es abandonné d'une façon incongrue sur une île déserte, mais on t'avait prévenu quand même un petit peu. Tu as le droit d'emmener 2 objets avec toi et un livre. Qu'est-ce que tu emmènes? Là, je vais emmener des trucs hyper pragmatiques. C'est un peu, je suis un peu en mode survivor sur ma façon de faire du business et ma façon de faire des trucs. Donc j'emmène une hache, une petite hachette, parce que j'ai déjà Ok. vu mon père fabriquer une pirogue sur une plage avec une hache, donc je peux me barrer avec ma pirogue. Donc une hache et une voile, parce que une voile, tu peux faire plein de trucs avec une voile. Tu peux te protéger du soleil, de la pluie, et tu peux mettre ça sur ta pirogue pour partir plus vite. Donc une voile. Donc, tu n'emmènes pas de vélo électrique alors? Non, j'emmène pas de vélo parce que sur les îles, les prises c'est assez rare. Et une île, il y a la Ah oui. mer autour, donc voilà, je préfère prendre une voile. Ok, eh ben, écoute, très bien. Tu as vu ton père faire un radeau à la hache, c'est ça? C'est ce que tu Ouais, me faire dis? une pirogue, ouais, en Nouvelle-Calédonie sur une plage. Ça, tu vois, Ok. Tu, voilà. tu peux nous raconter en 2 minutes? Bah, j'ai une famille qui est plus bateau que vélo, tu vois, donc plus bois que tube en aluminium. Donc j'ai grandi sur des bateaux. Et donc prendre une voile pour moi ça fait sens. Non, je parlais de l'anecdote de la pirogue, mais c'est pas grave. Tu as la possibilité de partir en déplacement très longue durée avec la personnalité de ton choix. Qui tu emmènes avec toi? Alors je peux pas te donner de nom, mais je peux te décrire le profil de la personne. Et moi je pars avec quelqu'un qui a vraiment transformé une industrie, mais qui est à la retraite, tu vois. Je pars avec quelqu'un qui a plus rien à prouver, la personne, qui a, qui a laissé ses entreprises ou ses business ou ses développements à d'autres, qui a déjà passé le flambeau et qui a énormément de choses à transmettre. Et je pense que ce genre de personne, c'est hyper important dans la vie d'un entrepreneur. Eh ben écoute, peut-être que tu partiras, il n'est pas encore à la retraite, mais avec Jérôme Mortal, par exemple, je pense qu'il a une grande expérience et qui est un peu aussi lancé dans une expérience similaire à la tienne, mais sur un autre créneau. On salue Jérôme et puis je vous encourage à aller écouter son épisode. Vous allez vous retrouver tous les deux, de toute façon, dans la communauté des anciens invités, donc on pourra rééchanger autour de tous ces sujets-là. Avec Merci plaisir. Adam, c'est ta minute promo. Tu as la possibilité voilà, tu as ta minute promo. Tu dis ce que tu veux, c'est ton temps libre. Il n'y a pas de questions, il y a juste toi et les auditeurs. Vas-y, c'est parti. Ça roule. Euh, Côté LMX, on a pas mal de choses intéressantes à présenter. On a un, une web série qu'on édite avec une nana de la com qui s'appelle Zoé, avec qui on bosse chez LMX, où on explique qu'est-ce qu'on fait, qui sont nos clients, qu'est-ce que font nos clients. Si vous aimez bien la tech, si vous aimez bien le vélo,
et les expériences exceptionnelles. Je pense que ça vaut le coup de regarder ça. Ça s'appelle LMX Inside. On a sorti 2 épisodes pour l'instant et on a besoin de motivation pour sortir les autres, mais avec plaisir si vous nous boostez un peu là-dessus. Eh ben, tu nous mets le lien, on le Ouais, mettra carrément, avec dans plaisir. l'épisode. C'est pour ça qu'il faut remplir le C'est formulaire de sur contact, YouTube. Adam, quand, C'est sur c'est YouTube. important. Comme ça, et la chaîne YouTube s'appelle LMX Inside. LMX Inside. C'est super. Merci beaucoup, Adam. Je dis rendez-vous aux auditeurs la semaine prochaine pour un autre épisode avec un super invité. Au revoir tout le monde. Merci à toi, Mathieu. Voilà, c'est la fin de cette interview passionnante. Si vous avez aimé, surtout partagez l'émission autour de vous, cliquez sur le petit pouce, abonnez-vous. Et en attendant une nouvelle aventure lundi prochain, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter, newsletter.planeteinger.fr pour ne rien rater de l'aventure du podcast. À la semaine prochaine.